Bonsoir, c'est Benjamin Mathieu, vous écoutez C'est le moment, émission d'actualité et de débat propulsée par le média alternatif, coopératif et citoyen lemoment.org. C'est la vraie émission qui commence. Ce soir c'est la fête, ce soir c'est Paillettes, enfin Paillettes éco-responsable. Pour une émission spéciale en public, vous pouvez d'ailleurs applaudir. Merci. Enregistré dans la magnifique salle de l'Académie du Climat en plein cœur de Paris pour le lancement de COP Média. Alors, il faut bien prononcer, on dit bien COP Média. Alors, COP, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Pour les fans de sport, ça sonne un peu comme un COP, une tribune où se retrouvent des supporters. On m'a soufflé tout à l'heure, ramener la COP à la maison. Voilà. Mais COP, ça sonne surtout comme coopération, coopérative ou copain. Des beaux mots qui font du bien, ça sent l'entraide, ça sent les valeurs d'égalité. Alors, je vous donne la définition de coopératif, qui réunit les efforts de tous les intéressés et les fait concourir à l'amélioration de la situation de chacun. Je trouve que ça pose bien les bases de cette soirée où nous fêtons ensemble le lancement de COP Média, une initiative qui vise à défendre la liberté de la presse et renforcer l'écosystème des médias indépendants. Alors ce soir, avec les médias partenaires, ils sont déjà 22, je vous épargne la liste, auxquels s'ajoutent une dizaine de structures de l'économie sociale et solidaire. Nous allons vous présenter la plateforme, la première levée de fonds avec un objectif de rassembler 4 à 500 000 euros. Vous l'aurez compris, ce soir, on n'est pas vraiment là pour financer le JDD. Enfin, pas la version Bolloré. Nous, on serait plutôt journal du développement durable. Ça fait JDD aussi, mais c'est pas tout à fait la même philosophie. En tout cas, on va pas laisser les milliardaires de droite contrôler nos dimanches, ni nos soirées en semaine. Ce soir, c'est plutôt touche pas à mon pote que touche pas à mon poste. J'espère que vous êtes prêts pour 1h30 d'émission de radio coopérative. Ne cherchez pas, vous êtes sur la bonne fréquence. Et pour débuter cette émission, nous recevons Paloma Moritz. Bonsoir. Alors, je vais tutoyer tout le monde si ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas. Tu es journaliste, responsable du pôle écologie du média Blast, créé par Denis Robert, journaliste d'investigation lorrain, qui a notamment fait éclater l'affaire Clestream. Tu as participé aussi à la rédaction de la charte pour un journalisme à hauteur de l'urgence écologique. Et Agnès Rousseau, tu es directrice de l'hebdo Politis, ancienne coordinatrice de Basta, co-autrice de plusieurs livres, et tu pilotes également le projet de Maison des médias libres qui devrait voir le jour dans le 18e arrondissement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors avec vous deux, on va faire un rapide tour d'horizon du paysage médiatique en France. On est en démocratie, les médias sont libres en France, tout va bien. Fin de l'émission. On peut rentrer chez nous ? Non, malheureusement, tout va pas bien. Sinon, on serait pas là, et sinon, COP Média ne se lancerait pas. D'une certaine manière, c'est une sorte de réaction aussi à ce qui est en train de se passer. Ce qu'on dit dans la vidéo qui sera visionnée un peu plus tard dans la soirée, je fais un petit teasing, c'est que aujourd'hui en France, il y a 11 milliardaires qui détiennent 81% des ventes de presse quotidienne nationale, 95% des hebdomadaires généralistes et la moitié des audiences télé et radio. Je pense que toutes et tous dans la salle, si on nous avait dit ça il y a 15 ans, on n'y aurait pas cru. Moi, je pense, il y a quelque chose qui m'avait frappé à l'époque avec l'essor de Fox News aux États-Unis. Et je pense qu'on se disait tous, mais c'est impossible, ça ne peut pas arriver en France. Et juste avant, j'ai regardé, Fox News s'est créé en 96 et CNews s'est créé en 99. Alors, CNews a mis beaucoup plus de temps à faire de l'audience, mais aujourd'hui, on voit bien que partout où on va, c'est-à-dire quand on est dans la rue, les kiosques à journaux qu'on peut voir, en fait, c'est le journal du dimanche, c'est des unes du journal du dimanche avec y a-t-il trop d'immigrés en France. Si on va au relais, tous les magazines qui sont mis en avant, parce que les relais appartiennent à Bolloré, donc dans toutes les gares, tous les magazines qui sont mis en avant, tous les livres qui sont les plus mis en avant sont des livres d'extrême droite, des livres de néoconservateurs. Et quand on allume notre télé, en fait, une fois sur deux, on tombe sur des paroles souvent d'extrême droite et des contenus qui sont créés par des milliardaires qui, évidemment, ont un projet politique à porter, parce que investir dans des médias aujourd'hui ne rapporte pas spécialement de l'argent. Donc non, tout va pas bien, et en même temps, je pense qu'il y a de quoi se réjouir dans tous les médias indépendants qui se sont créés ces dernières années et qui touchent une audience de plus en plus large et qui permettent aussi de retrouver un peu d'espoir, de faire un pari sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu pendant les législatives avec Blast. Beaucoup de personnes qui nous ont dit: on a été sous assistance respiratoire grâce à vous. Alors là, le but, c'est peut-être plus d'être
d'être sous assistance respiratoire, mais de retrouver un vrai souffle à l'information. Si on peut rajouter à ce premier constat, plutôt sur les médias nationaux, que la presse quotidienne régionale est elle-même détenue par des grands groupes. Je pense, moi je suis de Lorraine, en Lorraine c'est le groupe Les Républicains, le Républicain Lorrain, qui sont détenus par une banque, par le Crédit Mutuel. Agnès Rousseau, tu connais bien le monde des médias alternatifs ou indépendants, ou alternatifs et indépendants, on peut dire les deux, les trois, ou libres, enfin je ne sais pas si c'est exactement la même chose d'ailleurs. Est-ce que tu peux faire un petit panorama aussi de ces médias qui existent quand même depuis longtemps? C'est pas récent. Alors moi, j'aime pas trop le terme alternatif parce qu'alternatif, ça veut dire en marge du système. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est justement que les médias indépendants deviennent le cœur du système médiatique. Il y a un énorme problème, comme l'a dit Paloma, sur la concentration des médias. Le groupe Bouygues, à lui tout seul, fait autant d'audience que toutes les chaînes du service public, par exemple, où c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et comme l'a dit Paloma, il y a un foisonnement à côté de ça de médias qui se sont créés, qui se développent et qui contribuent au pluralisme de l'information, qui est pour moi le fondement de la démocratie aujourd'hui. Des gens qui ne sont pas bien informés, ça nuit évidemment au fonctionnement de la démocratie, et qui aujourd'hui, l'information est entre les mains de géants du BTP, du luxe, de l'armement, de la téléphonie, avec tous les conflits d'intérêts que ça peut créer, la censure, l'autocensure et la défiance des citoyens vis-à-vis des médias. Donc ce foisonnement de médias indépendants, pour moi, il est un signe que les gens ont besoin d'une information différente. Et je dirais que ces médias-là, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on les voyait assez peu, où ils existaient. Et là, il y a une explosion du nombre de médias. Et ce que je note aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience très très forte de la population sur le fait qu'il y a un enjeu à faire vivre ces médias. Et je pense que Vincent Bolloré a beaucoup contribué à œuvrer à la prise de conscience politique sur ces sujets. Et je pense que on a vu ces dernières années un déclic à la fois des citoyens et une multiplication des initiatives aussi qui renforcent l'écosystème des médias indépendants. C'est-à-dire que c'est pas juste l'émergence de plein d'initiatives individuelles portées par des journalistes qui d'un seul coup quittent les médias mainstream pour aller fonder des médias différents, mais c'est aussi un renforcement de l'ensemble de l'écosystème avec des alliances, avec par exemple la création du syndicat de la presse indépendante qui aujourd'hui réunit plusieurs centaines de médias indépendants. Il y a la Maison des médias libres dont on a parlé tout à l'heure qui vise à réunir sur 4000 m² dans un quartier populaire à Barbès, à Paris, des dizaines de rédactions de médias indépendants. Il y a le Fonds pour une presse libre qui s'est créé, il y a COP Média, il y a beaucoup d'initiatives qui contribuent à faire qu'on se croise. On n'arrête pas de se croiser entre médias indépendants et on sent des alliances qui se renforcent et là qui s'élargissent encore aujourd'hui avec COP Média au secteur de l'économie sociale et solidaire. Et ce renforcement, ces alliances et ces convergences, elles sont pour moi porteuses de beaucoup d'espoir. Alors avant de venir au sujet important, parfois qui fâche, c'est-à-dire le financement, une petite question quand même, Paloma. Pourquoi, je fais un peu mon bonnet, mais pourquoi est-ce que par exemple le fait que LVMH soit propriétaire Bernard Arnault soit propriétaire du Parisien, c'est un problème? En quoi ça impacte la rédaction du Parisien, par exemple? En gros, expliquons comment on travaille et pourquoi ça pose problème. Parce que en fait, quand des intérêts privés détiennent un média, déjà, c'est un problème. On pourrait même parler du fait que la publicité, de façon générale, dans un média, est un problème. C'est-à-dire que quand on a un reportage sur les questions écologiques et que derrière, on a une publicité pour un SUV, on envoie des messages quand même très, très contradictoires à l'audience. Et en fait, quand on a justement des personnes comme Bernard Arnault ou Bolloré qui détiennent des médias, ils vont avancer un projet politique. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, avec la crise au Journal du Dimanche, où il y a énormément de journalistes qui ont décidé, à ce moment-là, d'être en grève, de démissionner en disant en fait moi je sens que je ne peux plus exercer mon métier librement. Toute la question en fait c'est celle de la liberté de la presse qui aujourd'hui est totalement contrainte par ces milliardaires, par des lignes éditoriales qui sont imposées, par voilà le fait qu'il y a évidemment des messages politiques qui souhaitent être passés et le travail d'un journaliste n'est pas de passer des messages politiques, c'est d'informer, d'éclairer un maximum de personnes pour qu'elles puissent ensuite se faire une opinion politique. Donc c'est toute la différence je pense, entre ce qui se passe. Et après, d'un autre côté, il y a évidemment des médias indépendants qui essaient d'exister, qui essaient de résister, mais qui le font avec la force du nombre, en quelque sorte, mais pas la force de l'argent, et qui se retrouvent avec énormément d'obstacles pour exister, qui se retrouvent à être dépendants, par exemple, des GAFAM, c'est-à-dire que voilà, beaucoup de médias indépendants sont dépendants des algorithmes pour que leur contenu soit vu le plus largement possible, peuvent avoir des blocages financiers parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés,
il n'y a pas assez de dons, etc. Donc c'est aussi ça qu'il faut changer aujourd'hui pour que ceux qui font un travail sérieux, qui respectent profondément, parce que je pense que c'est vraiment une question de respect en fait des citoyennes et des citoyens, la question de l'information. Donc ces médias indépendants qui respectent les citoyens et qui veulent leur permettre de comprendre la complexité du monde dans lequel on est aujourd'hui et véritablement les moyens d'exister. Alors, je donne un petit exemple pour reprendre la presse quotidienne régionale avec la Provence. Le directeur de la rédaction de la Provence a été écarté suite à une après la venue d'Emmanuel Macron à Marseille pour parler de la délinquance. La une n'avait pas plu au propriétaire qui est Maxime Saadé et donc il a été mis à pied. Voilà, donc ça c'est juste pour donc Maxime Saadé qui est plutôt proche d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est juste pour qu'on comprenne, c'est un exemple un peu précis. Agnès, ces médias dont on parlait, donc pas alternatifs mais indépendants, ils ont besoin d'être financés. Un média, ça coûte cher, ça rapporte pas d'argent. Ce qui coûte le plus cher, c'est la force humaine, c'est-à-dire intellectuelle. Ça rapporte un peu d'argent quand même. Parce que ouais, mais pas trop. Travaillerait pas là. ça apporte de bonnes valeurs. Comment, quels sont les enjeux pour ce média, pour grandir, pour comment se financer et pouvoir payer correctement les gens qui y travaillent? Il faut construire des modèles économiques pérennes. C'est un peu le défi auquel sont confrontés tous les médias. Et donc, il y a plein de modèles économiques. C'est aussi un secteur qui foisonne d'expérimentations diversifiées, de modèles juridiques aussi. Il y a des associations, il y a des coopératives. On a fait une réunion Onde de COP il n'y a pas longtemps où justement on était quelques médias coopératifs. Il y avait Blast, il y avait Le Média, il y avait L'Âge de Fer, il y avait Politis qui se sont transformés en coopératives. Donc, il y a des expérimentations de gouvernance, de juridique et des expérimentations économiques qui découlent aussi un peu des modèles juridiques. Il y a comment dire, il y a des gens qui font du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, un média comme Politis, évidemment, il vend des abonnements et donc ça rapporte de l'argent qui permet de payer les salaires, le papier, etc. Il y a des modèles sous format de dons, donc des dons des lecteurs. On dit, par exemple, le média est en accès libre, mais on demande aux lecteurs de faire des dons pour faire fonctionner ce journal. Il y en a qui fonctionnent un petit peu avec la publicité, il y a des prestations, il y a d'éducation média, il y a plein de ressources financières possibles et chaque média indépendant souvent bricole un peu. Il y en a quelques-uns qui ont la chance d'avoir un modèle très solide, mais pour beaucoup d'entre nous, les médias indépendants, c'est quelque chose de beaucoup plus proche du bricolage et progressivement, on structure les choses et c'est aussi un secteur qui partage beaucoup les pratiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre médias indépendants pour voir comment on peut consolider les médias respectifs. Il y a une solidarité extrêmement forte, c'est-à-dire que les nouveaux venus, on ne les voit pas comme des concurrents, mais on les voit comme des gens avec qui on a envie de travailler, on a envie de progresser pour justement construire et consolider un écosystème fort. On peut citer votre newsletter dans laquelle vous reprenez plein d'articles de différents médias. Comment elle s'appelle? Alors ça, c'est la newsletter de Basta, chez les Indés, qui fait une revue de presse de la presse indépendante, alors je ne sais pas, chaque semaine, je crois, qui en tout cas est une porte d'entrée parmi d'autres. Pas concurrent, mais on promeut voilà, le travail. En tout cas, c'est vraiment le message qu'on a construit et on l'a vraiment vécu encore plus au mois de juin. On a organisé beaucoup de choses face à la menace de l'extrême droite. On l'a vu à différentes reprises ces derniers mois, ces dernières années. Il y a vraiment une énorme force chez les médias indépendants et une très grande envie de collaborer et de coopérer ensemble pour renforcer l'écosystème de la presse indépendante parce qu'on est tous conscients, je pense, dans les médias indépendants, que tout seul, on ne peut rien et que finalement, c'est pas notre petit média, notre petite boutique qu'on vient défendre, mais c'est la force d'un mouvement, celui des médias indépendants. Robin Saxo, Lucie Anison, bonsoir. Bonsoir. Réunis là parce que vous êtes là. Robin, co-porteur du projet COP Média, tu viens du collectif Transition Citoyenne. Lucie Anison, co-porteuse du projet, secrétaire générale d'Enercop, coopérative d'énergie citoyenne. On a plutôt besoin d'énergie. Je vais écrire mes questions, racontez-nous. Donc en gros, c'est à vous. Oui, alors du coup, COP Média, c'est né au sein du collectif Transition Citoyenne, comme tu l'as dit, le CTC, comme on dit entre nous, entre initiés. Et en fait, c'est un collectif qui travaille depuis une dizaine d'années sur, en gros, comment aider le citoyen à se réapproprier des domaines un peu essentiels de sa vie individuelle et collective, qui ont été petit à petit un peu confisqués par le néolibéralisme, le système démocratique, la crise du système démocratique actuel. Donc voilà, on travaille sur le territoire à faire des initiatives de co-construction avec les élus locaux pour porter des politiques publiques
de transition, on travaille à la réappropriation par le citoyen de l'économie à travers les monnaies locales, à travers aussi les coopératives, notamment l'énergie, la banque, les mobilités. Donc voilà, donc en fait, ça faisait sens, en tout cas pour ce collectif, de réfléchir à comment le citoyen pouvait se réapproprier, c'est pas le bon mot, mais en tout cas participer à la construction d'un paysage médiatique pluriel, indépendant, dynamique, et qu'il a vraiment un rôle à jouer là-dedans, parce que nous, on pense qu'en fait, l'information, les médias, c'est un bien commun, et c'est trop important pour être dans les mains d'une minorité d'acteurs ou de groupes. Et donc le citoyen a vraiment une part à jouer pour se réapproprier l'information et les médias. Lucie, comment est né COP Média ? Et donc, une fois que le CTC a eu posé un peu ce constat, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que nous, du côté de l'économie sociale et solidaire, il y a pas mal de coopératives ici qui pourront en témoigner. On a aujourd'hui une force de frappe. On a des coopératives qui lèvent des fonds régulièrement, qui sont soutenues par leurs sociétaires, à la fois financièrement, mais aussi humainement au quotidien, qui les portent. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer de mettre cet écosystème-là en mouvement autour des médias indépendants pour leur apporter notre force aussi. Et puis aussi pour des raisons, parce que nos initiatives, elles sont inaudibles en fait dans le système médiatique mainstream ou classique, je ne sais pas comment on l'appelle, mais on est complètement inaudible à côté de gros mastodontes qui clairement écrasent la prise de parole. Alors, alternative, nous on utilise beaucoup le terme alternative dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, mais à côté d'alternatives comme les nôtres. Et du coup, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on essaye de créer une structure qui puisse réunir l'économie sociale et solidaire, les médias indépendants et tous les citoyens et citoyennes qui auraient envie d'une manière ou d'une autre de s'associer au projet. Et donc est venue cette idée de la société coopérative d'intérêt collectif, COP Média, qui a donc pour vocation de lever des fonds déjà massivement auprès notamment du secteur de l'économie sociale et solidaire, dans lequel il y a de l'argent aujourd'hui, notamment du côté des institutionnels de l'économie sociale et solidaire. Il y a de l'argent aujourd'hui. Les citoyens, auprès de qui aussi il existe aujourd'hui de l'épargne citoyenne, on voit l'ANEF, Enercop, Label Emmaüs, toutes ces coopératives, elles lèvent des fonds tous les ans et créent donc cette structure pour soutenir, c'est-à-dire à la fois financer des médias indépendants, offrir des possibilités de mutualisation pour des médias indépendants qui se montent ou des petits médias indépendants qui n'ont pas la possibilité forcément d'avoir internalisé toutes les fonctions, donc soutenir, promouvoir et diffuser. On est convaincu qu'on peut vraiment aider à massifier la diffusion des médias indépendants déjà auprès de nos publics de l'économie sociale et solidaire, mais aussi au-delà. Et puis défendre cette cause, parce que ce qu'on a remarqué aussi côté économie sociale et solidaire, c'est que des ONG qui défendent les questions de justice sociale, d'écologie, etc., il en existe plein. Aujourd'hui, des structures qui défendent la cause de l'indépendance des médias et du pluralisme des médias, il y en a peu. Donc comment est-ce qu'on peut aussi apporter notre petite pierre à l'édifice ? Avec quand même un objectif de défendre certaines valeurs. On n'est pas dans le financement de médias classiques pour financer, pour aider des médias. Il y a une volonté derrière. Oui, alors ça, c'est un peu toujours le sujet aussi dans le milieu associatif. On est apartisan, on est apolitique. Comment on se situe par rapport à ça ? Alors, j'ai pas l'impression en regardant les gens qui sont là, mais... On ne va pas se le cacher, les structures à l'origine de COP Média sont des structures engagées. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que COP Média, c'est aussi une structure engagée. Donc elle est apartisane, elle n'est pas affiliée à des mouvements politiques, mais elle est profondément politique, c'est-à-dire qu'elle porte un projet de société à la fois sur le sujet de la liberté de la presse et de ce qu'on a décrit là, mais aussi des sujets de fond. Donc la transition écologique, la justice sociale, le féminisme. Voilà, c'est un peu des sujets aussi que nous, on trouve trop absents ou en tout cas parfois maltraités par les médias mainstream, entre les médias dominants. Et donc, je travaille dans un média mainstream. Voilà. Et donc nous, on souhaite vraiment promouvoir ces médias-là, sachant qu'en face, il y a largement assez d'énergie pour promouvoir des visions de société plus à droite ou à l'extrême droite, ou plus néolibérales. Donc voilà, nous, on essaye vraiment d'apporter cette vision de société politique-là au sein de COP Média. Et juste, je me permets de citer, parce qu'on a une charte qu'on a écrite en partie avec des médias avec qui on a travaillé là depuis ces 6 derniers mois. Et en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'on défend par nos actions, donc COP Média, des initiatives médiatiques d'intérêt public et de bien commun, portant des valeurs humanistes et progressistes en faveur d'une société plus écologique, solidaire et démocratique. Vous direz ce que vous voudrez, mais voilà. Bonjour.
Moi, je suis Alexandre et je représente Upian, qui fait partie de l'aventure COP Média. Et puisque j'ai le micro, je vais en profiter moi pour dire pourquoi je suis là. Moi, je crois beaucoup, en tout cas, au discours économique et à l'inversion des modèles financiers, des flux financiers. Je pense que aujourd'hui, quand on cherche des fonds, quand on est un média indépendant, on ne peut pas se contenter de gens qui mettent des fonds pour gagner de l'argent et avoir de la rentabilité. Et voilà, l'abandon de la lucrativité, du modèle lucratif, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans ce projet. Et puis évidemment, mais ça a été mentionné, la pluralité. On a besoin de beaucoup de médias différents, on a besoin de petits médias pour porter des voix un peu différentes, quoi. Alors pas de concurrence, j'ai entendu aussi. Ouais, applaudissements de la foule en délire. À peu près un public très parisien, c'est vrai, monsieur. Vous êtes là pourquoi qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes venu par hasard? On vous a convoqué? Alors moi, je suis pas très parisien parce que j'arrive du Gers, en fait. Et moi, je suis venu pour... Le noir de Bigorre. Alors pas du tout. Moi, je fais du chocolat dans le Gers. Je suis venu pour les coopératives, puisque moi, il y a 21 ans, j'ai participé à la création d'une SCOP qui fait du chocolat dans le Gers. Je sais pas si tu connais, Éticable. Et donc... Je vois que j'ai bien fait de venir parce que tout le monde connaît ici, visiblement. Et donc, comme en plus je suis abonné à plusieurs des médias qui sont là, je suis venu participer à l'événement, le vivre, parce que je me suis dit, il faudra que je puisse dire à mes petits-enfants, Pépé, il y était. Voilà. Et puis alors, donc il y a des partenaires à COP Média, dont les Licornes, par exemple. Et on a la présence de Maud Sarda ici, donc premier rang. Par contre, vous faites partie des privilégiés déjà de cette coopérative? Alors, moi, je suis coprésidente des Licornes, effectivement, et on a pas mal de liens avec Comédia. Alors déjà, le premier lien, c'est Julien Noé, un serial coopératif qui est quand même à la base d'Enercop, des Licornes, de COP Média, WinCop, voilà, bon, on ne l'arrête pas. Et puis après, on a effectivement plus que 2 hauts aussi en commun. Les Licornes, c'est Enercop, c'est la Nef, c'est Biocop, Common, Télécop, bref. En 2 mots, les Licornes, rappelez-nous ce que c'est pour les auditeurs aussi. C'est une alliance de 12 coopératives qui essaie de faire exister des alternatives, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, solidaires, éthiques face à des géants qui ne le sont pas du tout, chacune un peu dans leur univers, et qui croient en la coopération économique. Donc voilà, on se serre les coudes, un petit peu comme les médias indépendants ont l'air de le faire aussi. Donc ça, c'est déjà un parallèle. Ensuite, on croit à la mobilisation citoyenne et on compte sur les citoyens pour être au capital de nos structures et nous aider à changer d'échelle, puisque les financements autres privés sont un peu plus compliqués à obtenir pour des coopératives, vu qu'on n'intéresse pas vraiment... des Bolloré et autres, heureusement d'ailleurs, mais puisque il n'y a pas de valorisation en fait du capital, il n'y a pas de dividende, on est vraiment sur un système de lucrativité ultra limitée qui est fléché vers le bien commun. Voilà, donc on a ça aussi en commun. Après, moi je pense qu'on peut s'apporter beaucoup de choses. Ici, on a fait l'onde de COP sur le changement des imaginaires. Et on a besoin aussi des médias indépendants pour nous aider à ça, le monde de l'ESS, parce qu'on ne sait pas toujours rendre notre monde peut-être compréhensible, sexy, etc. Donc voilà, il faut aussi qu'ensemble, on travaille à ce changement des imaginaires. Et nous, ça fait des années et des années qu'on galère à avoir des modèles économiques qui se consolident, qui sont pérennes. Voilà, donc cette agilité-là, on peut aussi l'apporter aux médias indépendants. On accueille Audrey Vernon qui vient nous parler des milliardaires. Audrey Vernon, tu es comédienne, tu as écrit le spectacle Comment épouser un milliardaire, que tout le monde connaît bien évidemment. Tu es également chroniqueuse sur France Inter, tu prends la place que tu veux. En tout cas, tu es très copain avec les milliardaires, je crois que tu fais une fixette sur eux, tu voulais absolument nous en parler. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Les milliardaires, les médias et moi ». Résumé 15 ans d'amour en 4 minutes. 2002, j'ai 23 ans, je suis une jeune comédienne engagée à Canal+ pour écrire des sketchs quotidiens. Je découvre la liberté totale. Mon bureau est entre celui des Guignols et de Paul Morera. Je découvre l'actualité. Je dois jouer en direct après des JT. J'apprends à créer entre 2 feux.
prise d'otage en Tchétchénie, mort de Ziad Ebouna, guerre en Irak. En 2009, j'ai envie d'écrire sur les riches et les pauvres. La souffrance est une loi divine, la misère est une loi humaine, disait Hugo. Je veux comprendre. J'écris « Comment épouser un milliardaire ?» N'écris pas sur l'économie, ça n'intéressera personne, me dit-on. Bernard Arnault, Bettencourt ne sont pas très connus. Lafarge n'a pas encore été accusé de crimes contre l'humanité et Emmanuel Beignet n'a pas encore empoisonné des enfants avec son lait maternisé. À part Hervé Kempf et Comment les riches détruisent la planète, les 793 milliardaires n'intéressent pas grand monde. Aujourd'hui, 500 représentations plus tard, ils sont 2781 et j'ai décidé d'écrire la suite. Il y a quelques jours, j'écoutais L'appel pour la paix au Proche-Orient, enregistré dans un théâtre, et je me demandais pourquoi on n'entend pas des paroles de paix à la télé. Et puis, je me suis souvenu que les médias appartiennent aux marchands d'armes. Sur 10 nouveaux milliardaires français cette année, 5 appartiennent au groupe Dassault. Microsoft, Facebook et Google fabriquent des armes. Google a enlevé Do No Evil de sa charte et viré les ingénieurs qui s'étaient révoltés contre l'utilisation de leur travail à des fins militaires. Les milliardaires ont intérêt à l'anéantissement du monde. Ils sont stupides, bornés et manquent d'imagination. N'oublions pas l'avertissement de Gunther Anders. J'ai travaillé 10 ans pour Canal+, jusqu'en 2013. Chacun de mes spectacles, même ceux sur Karl Marx, ont été soutenus, encouragés, défendus. J'étais invitée à la télévision. Et puis Bolloré a racheté Canal+. Marc Ladret de la Charrière a racheté les théâtres. En 2015, c'est la dernière fois que j'ai été invitée à la télé. En 2017, j'ai été engagée sur France Inter, virée au bout de 9 mois. Soi-disant, je faisais des tracts syndicaux. Dominique Seux, employé de Bernard Arnault, fait tous les jours des tracts patronaux sur France Inter. Pour les grands médias, Amazon est un dieu grec, LVMH un empire, Lactalis un géant. Pourquoi les humoristes sont les seuls à dire les noms? Pourquoi nous laisser faire le sale boulot parce que Arnaud, Bezos et Emmanuel Beignet sont les annonceurs qui financent les JT? Il y a quelques jours, Mathieu Vidard a eu la gentillesse de m'inviter sur France Inter. J'y ai parlé de Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de l'écologie, et de Perenco, la famille Perrodo, milliardaire français, deuxième multinationale du pétrole, qui tue des gens dans 73 aires protégées. Le directeur de cabinet m'a hurlé dessus. On dirait que c'est moi qui ai de l'argent du pétrole caché dans les paradis fiscaux. Si j'étais une jeune actrice qui débute aujourd'hui, je n'aurais jamais écrit sur les milliardaires. Dans un festival en Suisse, on m'a menacé de représailles si je parlais de Bolloré. Aujourd'hui, les milliardaires produisent des films, ils achètent les actrices à la sortie du conservatoire. C'est 1 million d'euros pour être ami de la maison Chanel, Dior ou Vuitton. 100 000 euros pour 10 minutes de présence à un défilé. Qui refuserait? Être lié à un milliardaire assure la une des magazines et la promo des films d'auteur. Je souhaite aux jeunes actrices de retrouver la liberté que j'ai eue. Elle me semblait naturelle, elle était fragile. Elle est perdue et j'écoute avec terreur les bêtises, la haine et la peur sortir du cerveau malade des milliardaires. J'adorais lire Match, Elle et le JDD. C'est devenu l'eau d'un puits douteux et je pense à leurs journalistes laissés bien seuls. Je pense aussi à Simone Veil et son passage sur la vérité dans L'Enracinement. Les gens travaillent 8 heures par jour. On n'a pas le droit de les laisser manger du faux. Après, il y a un autre côté. Sans les milliardaires, je n'aurais jamais joué pour les ouvriers en lutte de Fralib, Total, Thales, Petroplus, Lafarge et Mittal. Je n'aurais pas joué pour des gens que j'admire comme Hervé Kempf, Jean Ziegler ou Isabelle Garot. Grâce à eux, David Graeber m'a retweeté. Mais malgré ces grands bonheurs, ils sont fous. Ce sera eux ou nous. Alors, merci COP Média. Vous êtes mes sources. Sortons le savoir, l'information et la vérité des griffes des milliardaires. Audrey Vernon, merci beaucoup. Alors, avant une première table ronde qui va parler de la crise démocratique, comment le paysage médiatique impacte le débat public, nous allons accueillir une personne ici qui va venir répondre à une question difficile. Oui, c'est vous. Vous vous appelez Benoît Hamon. Certains ont déjà voté pour vous, peut-être, à la présidence d'ESS France. Je vous en prie. On se tutoie. Hein. Non, on se tutoie pas.
J'avais dit que je tutoyais tout le monde. Moi, pas n'importe qui. Alors, je crois qu'on va pas être subventionné par Cop Média, nous. Je vous confirme. Ouais. Ça se jouait là. Hein. Mal barré. Alors, comment Cop Média va sauver la démocratie, Benoît Hamon? Vous avez 4 minutes. Il y a plein de choses à dire. D'abord, je pense que... Je vais être sérieux quand même pendant 4 minutes. Je pense qu'il faut être attentif à la démocratie partout. C'est-à-dire que quand on pense, on parle de démocratie, on s'attache souvent à penser la démocratie dans la cité à travers le fonctionnement des institutions. Mais on oublie que la démocratie, ça peut être aussi la démocratie sociale, ça peut être aussi la démocratie dans l'économie. Et pour le coup, les coopératives, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, depuis près d'un siècle, ont imaginé, ce qui peut paraître, même si le mot est assez galvaudé, assez révolutionnaire, ils ont imaginé que la démocratie pouvait s'inviter dans l'économie. Qu'on pouvait partager les décisions stratégiques dans une entreprise, les partager en partageant le capital ou en faisant en sorte d'introduire de la non-lucrativité, c'est-à-dire la possibilité que quand je prends des parts dans une entreprise, le jour où je les vends, je ne gagne pas d'argent. Quand je prends des parts dans une entreprise, que j'en prenne 100 ou une, ça me donne une voix et pas plus. Bref, décorréler le pouvoir dans l'entreprise de l'argent que je mets sur la table. Et tout ça, ça fonctionne avec des formes de délibération collective et de démocratie qui étendent le champ de la démocratie et l'étendent au-delà des débats habituels qu'on peut avoir dans la cité, à savoir, faut-il une 6e République? Moi, je suis favorable, encore qu'il faudra dire ce qu'on met dedans. Faut-il décentraliser les décisions, les rapprocher des citoyens? Toutes choses pour lesquelles on est favorable. Mais ça ne peut pas se limiter à cela, et il me semble que les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations ont cette propriété qui est d'ouvrir des espaces à la délibération collective dans l'ordre économique. Et ça me semble tout à fait crucial. Tout à fait crucial parce que toute entreprise démocratique devient une entreprise forcément plus hospitalière à l'intérêt général. Et donc forcément plus hospitalière quand on s'attache à la question des médias, à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. Au passage, je le dis, même si ici ça paraît pas évident, mais la liberté de la presse, c'est la liberté d'informer. Même si la plupart des médias qui sont là sont des médias qu'on classerait plutôt à gauche, c'est valable pour tout le monde. Et c'est même souhaitable que ces principes-là garantissent la liberté des journalistes, quelle que soit leur opinion et quels que soient les choix éditoriaux des rédactions. Nous devons garantir ce principe. Or, ce principe est davantage garanti par des entreprises non lucratives et démocratiques, c'est-à-dire par des entreprises qui ne mettent pas la rédaction sous le joug ou le poids d'un intérêt particulier qui est celui du propriétaire en capital du média et leur permettent de faire correctement leur boulot. Quand une entreprise ou une rédac comme celle de Paris Match, qui était quand même pas spontanément celle qu'on imaginait la plus gaucho du paysage, s'inquiétait des exigences qui étaient celles de Bolloré, on voit que quelle que soit la rédaction, il est crucial que l'on casse le lien le plus possible entre la propriété privée du capital et le travail des journalistes. Donc, ça passe d'ailleurs chez... ça a été racheté, va être racheté par Bernard Arnault. Ce qui ne change pas fondamentalement. Ce qui ne change pas grand-chose. Mais ce qui veut donc dire que le sujet de la non-lucrativité et de la propriété des médias concerne par définition tous les médias, pas seulement les médias de gauche. J'ai une question quand même, parce que comme je suis pas payé pour être là, je fais mon métier. Vous venez de dire, je vous vois parce qu'on ne peut pas se tutoyer, évidemment, quelque chose que je trouve très intéressant. Vous avez dit la plupart des médias ici sont plutôt classés à gauche. Est-ce que Cop Média, s'il veut sauver la démocratie, parce que c'est la question, doit aussi financer des médias qui ne seraient pas forcément de gauche? C'est une question. S'il respecte les valeurs qui sont affichées dans la charte de départ, les valeurs humanistes... On peut pas... D'abord, s'il faut... On peut être de droite et être humaniste. Qu'est-ce que la gauche? On peut commencer ce débat-là, mais en regardant rien que la palette là. Mais il y a si les principes qui sont ceux qui déterminent comme médias sont des principes liés au modèle économique, à la démocratie, à l'indépendance, vous ne pouvez pas
faire comme présupposé du choix qui va être celui de Coop Média, de faire passer un test aux uns et aux autres sur ce que serait le bon média dès lors qu'il est de gauche ou pas de gauche, parce que rentrerait immédiatement l'autre débat, qui est un débat qui passionne hélas la gauche, sur qu'est-ce que c'est la vraie gauche et la fausse gauche. Sachant que tous ceux qui sont de gauche se disent de la vraie gauche et les autres sont de la fausse gauche, tout ça est valable tout le temps. Donc moi je pense que les principes sont des principes qui doivent s'appliquer à tous, et je le redis, par définition, l'indépendance d'une rédaction, elle ne doit pas être jugée en fonction de l'opinion des journalistes, à supposer qu'ils aient la même opinion, mais en fonction de la qualité du travail qu'ils font et de l'objectif qui est le leur, d'aller partager avec les citoyens une information indépendante et juste. Et donc, une dernière question, est-ce que c'est au secteur de l'économie sociale et solidaire de financer ces médias ? Alors nous, on va essayer de faire notre boulot. Est-ce qu'il n'y a que qui peuvent le faire ? Je pense qu'il faut déjà que eux le fassent. C'est-à-dire qu'avec ESS France, on est évidemment ESS France qui regroupe toutes les familles de l'économie sociale et solidaire. On voit dans l'émergence de Coop Média une des innovations parmi les plus intéressantes aujourd'hui. D'abord parce qu'elle était nécessaire, que c'est pas un hasard que cette innovation-là vienne de l'économie sociale et solidaire, et qu'il faut maintenant qu'on arrive à faire converger les moyens qui sont ceux des acteurs de l'ESS et qui peuvent être des moyens importants vers cette initiative-là pour qu'elle soit soutenue. Et ce sera le travail que nous ferons dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard à ce que cette innovation démocratique et citoyenne soit hébergée par l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est le lieu ou l'espace dans l'économie qui héberge l'essentiel des innovations sociales, citoyennes et démocratiques, quand elles sont dans l'économie, et qui avait là quelque chose d'assez naturel à ce que, en tout cas, le modèle des coopératives soit choisi par tous ces médias comme un modèle approprié pour continuer ou passer à l'échelle, comme on dit aujourd'hui, les médias indépendants. Merci Benoît Hamon, on a presque fait 4 minutes. On a fait 6, mais c'est presque 4 en politique. J'appelle donc Julia Cagé, Claire Toury et Mathieu Mollard à me rejoindre. Comment la crise du paysage médiatique impacte le débat public, la démocratie ? Vaste question. Julia Cagé, professeure d'économie au département d'économie de Sciences Po Paris, surtout spécialisée dans les médias, autrice de beaucoup d'ouvrages sur le sujet, notamment l'information est un bien public. Peut-être tu peux commencer à répondre à cette question. Tu as énormément travaillé sur le sujet, donc est-ce que tu peux nous parler de cette crise actuelle ? On a évoqué en introduction le fait qu'une dizaine de milliardaires détient un nombre très important, un pourcentage très important des médias nationaux. En fait, depuis tout à l'heure, on est du côté des solutions, et à moi, on me demande de faire le pessimisme, tout va mal, comme ça tout le monde va me détester. Donc je vais faire un état des lieux de la crise actuelle des médias. On a une crise économique du secteur des médias pour commencer. Qui est en partie lié, et c'est pour ça que c'est intéressant, Coop Média et le fait de le rattacher à l'ESS, qui est en partie lié au fait qu'on a eu une recherche de rentabilité qui n'existe plus dans tous les cas pour le secteur des médias. C'est important de dire que l'information est un bien public, et le fait que ça soit un bien public, ça veut dire qu'il faut le sortir de la logique du marché, de la rentabilité, de la logique des dividendes et de la logique des actionnaires qui investissent dans les médias pour en tirer des bénéfices. Ça a été le cas pendant longtemps. Pendant longtemps, on prenait les années 60, 70, 80, ça a été un secteur très lucratif. Et vous aviez même un certain nombre de pays, si vous prenez les États-Unis, où les médias étaient cotés en bourse. Vous aviez des journaux qui étaient cotés en bourse, et c'était des sources d'investissement pour faire de la rentabilité. Aujourd'hui, les médias sont devenus beaucoup moins rentables, ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs, parce que perdre de l'argent et être à but non lucratif, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais ce qui a eu une conséquence, c'est que les médias sont devenus relativement bon marché, entre guillemets. Et c'est ça qui explique leur concentration croissante, puisqu'ils ont été rachetés à bas prix par un certain nombre d'individus et d'acteurs du secteur qui les ont rachetés en partie pour des motivations politiques
ou idéologiques et les mettre au service d'une bataille. On l'a assez, je pense qu'on va le mentionner chacun 22 fois son nom, mais au service d'une bataille culturelle et idéologique, par exemple dans le cas d'un Vincent Bolloré. L'autre problème par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup plus dur pour des petits médias et des médias indépendants de s'en sortir et de s'en sortir financièrement. Et Paloma Moritz le rappelait très bien tout à l'heure, parce que même s'il y avait un marché publicitaire abondant, pour des raisons qui sont assez évidentes, on voudrait des médias qui reposent beaucoup moins sur la publicité qu'il ne le faut aujourd'hui, parce que ça pose des problèmes en termes d'indépendance et de ligne éditoriale. Et puis deuxièmement, parce que voilà, on vit tous sous contrainte de ressources, que quand vous interrogez les gens aujourd'hui, en moyenne, vous avez à peine aujourd'hui un Français sur 5 qui se disent prêts à payer pour de l'information, et quand vous leur demandez combien ils sont prêts à payer chaque mois pour de l'information, ils vont vous dire autour de 10 € à peu près. Ce qui permet de faire vivre un média indépendant. Et puis c'est tout. Ce qui est un petit problème en termes de pluralisme. Et c'est ça aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'introduction et les premières tables rondes, c'est de rappeler que les médias indépendants, ils ne sont pas en concurrence. Ils doivent former un écosystème, et justement l'écosystème, il doit prendre des formes diverses et variées, que ce soit, Agnès se rappelait, la mission des médias libres, c'est-à-dire même collaborer physiquement sur le partage de lieux, mais en termes d'abonnements qui peuvent être des abonnements joints entre différents médias. Et c'est vrai, quand on travaille sur cet écosystème, ce qui est triste souvent, c'est qu'en fait on se retrouve toujours à faire la course pour essayer de sauver des structures qui, par leur ligne éditoriale et par la qualité de ce qu'elles produisent, ne devraient pas être en difficulté financière. J'ai vu Jacques, enfin je l'ai pas vu en fait, j'ai vu qu'il tweetait sur l'événement en prenant des photos. Donc je sais qu'il y a Jacques Trenso par exemple qui est dans la salle. Moi je peux que vous inviter à soutenir la nouvelle campagne, il est là-bas, de financement participatif qui est lancée par Médiacité. Mais c'est vrai, quand on voit le travail et la qualité du travail qui est fait tous les jours par Médiacité pour faire de l'actualité indépendante, avec de l'investigation locale, et en région, pas fait par d'autres. C'est important. Pardon ? Et en région, je précise, c'est important. Oui, en région. C'est vraiment de l'investigation locale en région. C'est dommage que, justement, il faille à chaque fois refaire des campagnes pour lever de l'argent et pas avoir un modèle économique pérenne. Donc c'est un des enjeux essentiels. Et si ce modèle économique pérenne, il peut passer par l'ESS, et je pense qu'en fait, il a vocation à passer par l'ESS, c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut chercher des solutions. Alors, je me tourne vers Mathieu Mollard. Tu es co-rédacteur en chef du site streetpress.com. Tout à fait. Vous faites énormément de choses autour de l'extrême droite. C'est pas un hasard. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Street Press, qui était d'ailleurs au départ plutôt sur une autre ligne éditoriale, a un petit peu changé et s'est mis à énormément travailler sur l'extrême droite? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que l'extrême droite commence à devenir un peu mainstream et à passer dans les médias de façon plus facile, peut-être ? Quand on parle de pourquoi je travaille sur l'extrême droite, j'ai presque l'impression de répéter des banalités. Ce qui me pose question, c'est pourquoi les autres ne travaillent pas dessus. C'est-à-dire, comment on pourrait rester neutre face au racisme, à la division, à la haine, au sexisme, à l'homophobie et tous les discours portés par l'extrême droite. Street Press, c'est un média qui a bientôt 15 ans, qui est un média indépendant, qui s'est construit d'abord sans moyens de départ. C'est aussi un des sujets. C'est-à-dire que quand Joe a lancé Street Press, il a fait un crédit à la consommation parce qu'il n'avait pas de capital à mettre. Et petit à petit, ça a grandi. Aujourd'hui, on n'est pas très grand, mais on est bientôt une vingtaine de permanents et on vit grâce aux dons. Et pourquoi on est sur l'extrême droite ? On y était un peu dès le départ, et plus l'extrême droite a pris la place dans l'espace médiatique, mais aussi tout simplement dans notre société. Il y a quelques années, certains des grands médias, comme on dit souvent, n'avaient pas de rubricard dédié à l'extrême droite. Je me souviens qu'au Nouvel Obs, le journaliste qui couvrait l'extrême droite, il couvrait les Verts en même temps. C'était un demi-sujet. C'était 2 demi-sujets. Les fachos et l'écologie, bof, pas très important. Et nous, à Street Press, on a vu ça monter. Et puis, comme on est un média qui essaye de donner la parole à ceux qu'on voit moins, à ceux qu'on entend moins, à ceux qui sont discriminés, on s'est aussi intéressé à ceux qui les discriminent. Et donc, l'extrême droite. Et on s'est mis à enquêter sur eux, c'est-à-dire parler de l'extrême droite sans leur tendre un micro, sans aucune contradiction, mais en allant chercher ce qui se passe dans les arrière-cuisines. Et ça, malheureusement, on peut de moins en moins compter sur les médias mainstream.
Parce que le problème des médias qui ne sont pas indépendants, en fait, il y a deux problèmes. C'est ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Ce qu'ils disent, c'est porter un contre-discours, porter des contre-vérités. Il y a, tout à l'heure, Agnès Rousseau, la directrice de Politis, elle a parlé de deux événements qu'on a organisés à République pendant la campagne. On était plein de gens qui sont dans cette salle. Julia, qui est là, a largement participé à ces événements. On a organisé un grand rassemblement de la société civique contre l'extrême droite. Et pendant ce rassemblement, il y a un groupuscule qui s'appelle Némésis, qui est un groupuscule identitaire d'extrême droite qui est venu perturber cet événement. Ils ont été écartés. Et le lendemain, même dans la foulée, puis de plus en plus le lendemain, il y a un récit, une fake news, un contre-récit qui a été créé par les médias du groupe Bolloré. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles, Europe 1, CNews, tous se sont mis à propager une fausse histoire en disant que des militants de street press, alors on est un média qui a des militants, c'est intéressant, pourquoi pas, avaient tabassé des jeunes femmes venues pour exprimer leur opinion. Ce qui était totalement faux. Et elles ont tenté d'imprimer ce contre-discours. Elles ont été invitées sur Europe 1, sur CNews, pour tenir ce discours-là. Ça, c'est ce qu'elles disent. Et puis, il y a tout ce que ne disent pas ces médias qui ne sont pas indépendants. Par exemple, le magazine Challenge, qui n'est pas indépendant, fait le classement des plus grandes fortunes de France. Et puis, ils avaient envisagé de mettre Bernard Arnault en une du dernier numéro. Puis finalement, il n'y a pas Bernard Arnault en une du dernier numéro. Il y a écrit un gros 500. Et puis ça, vous ne le lirez pas dans Le Parisien qui appartient à Bernard Arnault, et vous ne le lirez pas dans Les Échos qui appartiennent à Bernard Arnault. Mais par contre, vous avez pu le lire sur Street Press. Je fais un peu ma publicité. Mais il y a plein d'autres infos qui apparaissent dans Mediapart, dans Street Press, dans Reporter, dans Blast, dans Politis. Et il y en a plein, je peux pas citer tout le monde. C'est un écosystème qui est très riche. Mais on a besoin de cette indépendance pour éclairer la société, et notamment face à la montée de l'extrême droite, qui est un péril qui nous menace tous, qui menace tous les secteurs économiques et tous les secteurs juste de la vie de la société. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. On peut rappeler aussi, pendant la campagne des législatives, le travail du service public, notamment de région, France Bleu et France 3, qui a été salué pour leur travail exemplaire. Claire Soury, tu es présidente du mouvement associatif qui représente de très nombreuses associations françaises, environ 700 000 associations, c'est beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que le mouvement associatif est sous-médiatisé et que donc, du coup, alors que son apport est fondamental dans le lien qu'il peut y avoir dans la société, on n'en parle jamais dans les médias du grand public? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors oui, clairement, on est clairement sous-médiatisé. Il y a 1,4 million d'associations en France, 20 millions de bénévoles, 70 000 associations qui se créent chaque année. Vous ne pouvez pas vivre sans les associations. Ce n'est pas possible. Enfin, vous pouvez vivre, mais vous vivrez moins bien. Le club de foot, les activités culturelles, les colonies de vacances, les EHPAD aussi, les crèches associatives, etc. Je me suis lancée dans une liste que j'aurais pas dû commencer à faire, mais ça maille la société, c'est absolument partout, et force est de constater que personne ne le sait. Et donc ça, c'est clair que c'est un vrai problème. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de médias indépendants? Je ne sais pas si c'est la seule raison, mais en tout cas, il y a un enjeu de faire franchir un peu le mur du son à la puissance du modèle associatif et à la nécessité de le reconnaître, de le développer, d'y adhérer beaucoup plus fortement, parce que, et ça me permet de rebondir sur la question qui nous réunit ce soir, parce que, 1, c'est un espace d'engagement qui est extrêmement puissant, 2, c'est un espace de liberté qui est absolument essentiel, et 3, c'est un modèle non lucratif. Et quand je dis ça, alors, je ne sais pas si je pense que tout ce qui est lucratif est à mettre à la poubelle, je ne suis pas certaine d'ailleurs, mais par contre, il y a des secteurs, il y a des champs, il y a des choix de société qui sont faits à un moment et qui ne peuvent reposer que, à mon sens, sur du public ou sur de la non-lucrativité. Je veux bien concéder une forme de lucrativité limitée à mes amis de l'économie sociale et solidaire, mais j'irai pas plus loin. Et je pense que c'est vrai pour la question du grand âge, pour la question de la petite enfance, et je pense que c'est aussi vrai pour la question des médias. Et donc du coup, ça
Je vous pose une question à tous les trois pour terminer, parce qu'on est malheureusement, j'aimerais pouvoir faire une émission d'1 heure avec chacun d'entre vous, mais je ne peux pas. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous regardez et que vous lisez les médias, vous avez l'impression d'être proche des préoccupations, on va dire de nos préoccupations, on va dire ça comme ça. Est-ce que les médias sont représentatifs de la société ? Bah, ça dépend ce que tu appelles les médias. De ce qu'on regarde. Parce qu'en fait, il faut arrêter de dire qu'on ne les regarde pas. BFM, CNews, les gens les regardent. Je ne sais pas ce que tu regardes. Moi, j'écoute Le Moment, personnellement. Non. Ça, c'est parce que tu es la marraine de notre média. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est beaucoup plus grave que ça, si on veut être sérieux 2 minutes. C'est pas simplement que les médias, donc si on prend le cas de CNews, pas que, mais si on prend le cas de CNews, c'est pas simplement que ça ne reflète pas les préoccupations de la société, c'est que ça ne les reflète pas en T-1, mais ça les redéfinit en T. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, notamment, il faut quand même insister sur le cas de Vincent Bolloré, parce que en fait, l'impact qu'il a sur le reste de l'écosystème est vraiment très préoccupant. Tout à l'heure, il y avait le cas de Paris Match qui a été cité. Alors, c'est horrible ce que je vais dire, donc je vais me faire siffler 2 minutes. C'est pas pareil Bernard Arnault que Vincent Bolloré. Et en fait, Vincent Bolloré a poussé le bouchon tellement loin, en termes de non-respect de l'indépendance, que vous avez aujourd'hui les journalistes de Paris Match qui se félicitent d'être rachetés par Bernard Arnault, qui est présenté comme un bon actionnaire. Vous voyez un peu dans l'univers mental dans lequel on est rentré aujourd'hui, finalement, Bernard Arnault est la solution au problème Vincent Bolloré. Mais il faut bien reconnaître, c'est moins pire. Mais on oublie qu'on pourrait quand même avoir mieux. C'est ça qui est un peu inquiétant. Et en fait, typiquement, quand vous prenez des préoccupations, les préoccupations des Français qui restent premières aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, vous allez avoir le pouvoir d'achat. Il faudrait le redire tous les jours. La préoccupation première aujourd'hui, dans toutes les enquêtes, pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est vrai également, d'ailleurs, parmi les électeurs du Rassemblement national. C'est pas l'immigration, c'est pas la sécurité, c'est pas le voile, c'est le pouvoir d'achat. Maintenant, vous allumez CNews, jour et nuit, matin, midi et soir, on vous parle immigration, on vous parle insécurité, on vous parle faits divers. C'est ça la réalité. Sauf que si maintenant vous regardez les mêmes enquêtes d'opinion et que vous regardez parmi ceux des enquêtés les individus qui regardent CNews, leur préoccupation numéro 1 est devenue quoi ? La sécurité et l'immigration. Et c'est ça, en fait, qui infuse petit à petit dans la société et sur tout l'écosystème médiatique. Vous prenez un média comme BFM TV, je ne dis pas que BFM TV, ça n'a jamais été parfait, mais vous prenez un média comme BFM TV, son traitement de l'actualité il y a 5 ans, et son traitement de l'actualité aujourd'hui, y compris le choix des invités, y compris le choix des chroniqueurs, ils ont été complètement, on va inventer le mot, CNewsisés. Ils le font dans la course à l'audience, et sauf que vous avez des gens qui regardent CNews, puis vous avez aussi des gens qui regardent BFM TV, et ça va aussi jouer finalement sur la manière dont on construit le logiciel idéologique, mais y compris des citoyens. Et ceux qui regardent les informations, et notamment ce qui est censé être des chaînes d'information en continu, ils le font pour s'informer. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, parce que justement, on ne se préoccupe pas de ce phénomène-là. Et la dernière chose que je veux souligner, c'est le plus dangereux finalement dans ce qui se passe. Tout à l'heure, tu soulignais l'importance du travail fait par le service public pendant la campagne des législatives. Quelle est l'une des premières cibles aujourd'hui de l'extrême droite et du Rassemblement national ? Et des Républicains par ailleurs. Bon, je ne sais pas où est la nuance. C'est le service public. Ils veulent privatiser le service public. C'est-à-dire les médias publics indépendants qui font encore leur travail, ils veulent les mettre sous la coupe d'une idéologie qui est l'idéologie du Rassemblement national. Et là où c'est inquiétant, c'est que c'est pas le cas de vous ici, vous seriez pas là, mais on est quand même un public qui est pas du tout représentatif. La plupart des gens se préoccupent pas beaucoup des journalistes. Les journalistes, ça fait partie, après les politiques, d'une des professions les moins aimées. Donc on a l'impression, quand on va défendre les journalistes, finalement, que souvent on le fait dans le vide. Alors qu'en fait, quand on défend les journalistes, on défend l'indépendance des médias, on défend l'information, on se défend nous-mêmes comme citoyens. Et ça a du mal à imprimer. Et c'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir des initiatives comme celle-là, et notamment des initiatives en termes de coopérative, avec cette idée finalement de refaire aussi de tous les citoyens des acteurs centraux des médias, pas simplement finalement comme consommateurs passifs de l'information, mais comme acteurs centraux, y compris de leur gouvernance, pour recréer un lien finalement entre les citoyens et les médias, et notamment les médias indépendants qui peuvent réellement les informer. Merci. Claire et Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
En 2 phrases, je voulais appuyer sur ce que tu disais sur l'impact de Bolloré. Bolloré, il a envoyé un message très fort aussi à tous les autres milliardaires qui se sont dit « Hey, on peut marcher comme ça sur les journalistes et ça passe !» C'est-à-dire qu'il a viré tous ces news. 98% de la rédac du JDD. Tout le JDD et ça passe. Et derrière, on a Saadé qui a racheté BFM. Il s'est dit, c'est passé pour Bolloré. Première semaine, il leur a dit, je vous préviens, j'achète pas un média pour que vous enquêtiez sur moi. Voilà, les choses sont dites, semaine 1. Et ça, on le doit à Bolloré, je pense. Moi, je trouve qu'au moins, c'est clair. C'est vrai. Clair, justement. Très bonne transition. Oh là là, cette blague. Je l'ai déjà eu 3 fois aujourd'hui, je tiens à le dire, comme quoi ça me poursuit. Qui a dit que j'avais de l'humour ? Ouais, c'est ça. Non, mais alors, attends. Jean-Claude Duss. Et ça passe, mais et ça résiste aussi, en fait. Enfin, quand même, disons-le, parce que sinon, il n'y a pas les grands milliardaires qui détruisent tout, et puis tous les pauvres citoyens qui sont soumis à des grands milliardaires qui détruisent tout. Oui, ils ont énormément de pouvoir, et oui, c'est un problème, et oui, il faut créer des mécanismes de résistance pour aller contre ça. Mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que, c'est ce qui a été dit en introduction, les gens sont beaucoup moins bêtes qu'on ne le croit, hein, quand même. Hein. Les gens sont plus intelligents qu'on ne le croit, et heureusement. Et donc le sujet, c'est pas, et moi j'ai un point de désaccord avec ce qui a été dit tout à l'heure, pour moi le sujet c'est pas est-ce qu'on a le droit ou non d'avoir un message politique dans un média. Moi ça me pose pas de problème que des journalistes portent un message politique. Ce qui me pose problème, c'est quand il y a un message politique unique qui est porté. Et l'enjeu, c'est la pluralité, c'est le pluralisme, et c'est surtout d'être bien au clair que quand on ouvre tel ou tel média, qu'on lit tel ou tel article, qu'on regarde telle ou telle chaîne de télévision, on sait que c'est politiquement orienté. Mais à partir du moment où les choses sont dites, je ne sais pas si c'est une difficulté. En tout cas, moi, en tant que citoyenne, ça ne me pose aucun problème qu'un journaliste ait une vision politique. Au contraire, tant que je peux en avoir plusieurs. Merci beaucoup, Claire Toury, Mathieu Mollard, Julia Cagé. Merci beaucoup. Morgane. Morgane de Le Moment, créatrice du jeu Burger Queers. Oui. Burger Queers. Bonjour tout le monde. Vous pouvez retrouver Burger Queers sur la très bonne plateforme de podcast lemoment.org, bien sûr, que je conseille à tout le monde. Et tu nous as préparé un quiz sur les médias. Ouais, un petit jeu. Je me dis qu'on rigole pas assez et qu'on en a besoin en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le Burger Queers. Mais parce que aussi, on l'a bien vu quand Bolloré a racheté Canal, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est enlever les guignols. Donc, jouons un petit peu ensemble. J'ai quelques questions à vous poser pour voir si vous maîtrisez l'univers des médias indépendants. Déjà, je me suis demandé pourquoi c'est nécessaire d'avoir des médias indépendants, parce qu'en vrai, un seul média unique, on a eu le RTF, c'était pas mal. Je vais vous lire 4 titres sur une même affaire, sur une situation qui a eu lieu il y a 2 jours. Il y a des manifestants qui sont allés perturber la signature d'un bouquin transphobe incroyable. Et 4 médias s'en sont emparés, on fait 4 titres. À vous de deviner quel est le média indépendant dans la liste. Alors, premier titre, Paris, 64 individus venus perturber une séance de dédicace de Dora Muto et Marguerite Stern ont été interpellés. Sur quelque chose d'assez classique. Dédicace du livre Transmania à Paris, 63 individus... c'est pas le même nom, on s'en fiche. Dédicace du livre Transmania à Paris, 63 individus issus de la mouvance antifasciste interpellés. On passe d'un cran un petit peu au-dessus. Ensuite, masque de protection, matraque télescopique. À Paris, 64 personnes en garde à vue pour détention d'armes et explosifs. C'est un petit cran un petit peu plus au-dessus. Ma préférée, coup de filet à Paris, 64 personnes. Donc là, on ne parle même pas de ce qui se passe, on ne sait pas de quoi ça parle. Coup de filet à Paris, 64 personnes en garde à vue pour détention d'armes et d'explosifs. On ne sait pas, voilà, il y avait 64 terroristes il y a 2 jours à Paris. Et enfin, manifestation anti-transphobie à Paris, des arrestations à gogo, l'intox sur les armes s'évanouit à l'audience. Voilà, je vous laisse deviner lequel de ces titres vient de la presse indépendante. C'est le dernier, exactement, de Mediapart, qu'on salue vivement. Du coup, on va toujours tester un petit peu votre connaissance des médias. Je vous demande, dans la liste que je vais vous donner, de me dire lequel n'est pas un média. Alors, nous avons le Média, Médiacité, Média 365, Mediacop, Médiamétrie, Mediapart, VL Média, Mediatico et CNews.
Alors non, Médiamétrie a un petit bulletin, et donc dans la définition, c'est de l'information, c'est bien un média, c'était CNews. Voilà, je vous remercie, qui est un torchon. Mon Dieu, des applaudissements pour Médiamétrie, on aura vraiment tout vu. On a besoin de presse libre ici. Petite question à vous poser, et je pense que c'est une question qui nous taraude un peu tous. Quels sont les moyens les plus rapides d'obtenir de l'argent pour un média indépendant, sans citer Olivier Legrain? Non, il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, j'ai pas de réponse. On a besoin d'argent, donc on aimerait bien savoir si vous avez des idées pour trouver de l'argent rapidement, s'il vous plaît. Je vous donnerai mon PayPal à la fin de l'émission. Et enfin, en parlant d'argent, le petit Vincent B n'est pas là, je crois, il n'a pas voulu venir. Mais comme vous le savez, c'est un très grand défenseur des médias, de la liberté de la presse. D'ailleurs, il s'en est expliqué devant les députés, c'était le 14 mars dernier, parce que l'Arcom voulait se saisir de CNews. Donc forcément, il est venu pour montrer à quel point la presse indépendante est libre, ça lui tient à cœur. Je vais vous dire 4 phrases. Il va falloir me dire laquelle a été prononcée par le petit Vincent B. Alors, la première, pour se défendre de toute islamophobie, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Pour se défendre de toute idéologie de droite. L'autre jour, quelqu'un m'a dit que j'étais de la France insoumise. Pour se défendre qu'il a un cerveau. Je n'ai pas de projet idéologique. Et enfin, je ne suis plus rien dans ce groupe, qui, rappelons-le, porte son nom quand même. Laquelle de ces phrases, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? C'est les 4, effectivement. Il a bien prononcé les 4 devant les députés. Je vous remercie d'avoir joué avec moi. Merci Morgane. Et je vous souhaite une bonne soirée. Lou Espargilière. Tu es rédacteur en chef de Vert, le média qui annonce la couleur, chroniqueur sur France Inter depuis cette année, dans l'émission La Terre au carré, présentée par Mathieu Vidard, qu'on adore, on va préciser quand même. On lui fait des bisous. Voilà. Et tu es là pour nous parler de comment est-ce qu'on s'organise, on fait quoi maintenant? J'en sais pas plus, en fait. Ouais, alors bonsoir à toutes et à tous. On va apprendre tous ensemble à faire des médias qui marchent aussi bien que ceux de l'extrême droite. Alors avant toute chose, pour que je sache à qui j'ai affaire, par applaudissement, qui connaît Street Press ici? Ok. Qui connaît rue 89 Strasbourg? Pas mal. Qui connaît Vert? Qui connaît CNews? Ok, ça fait 20 secondes qu'on est ensemble. Non, personne applaudir n'assume. CNews. Je crois qu'on va faire des grandes choses ensemble ce soir. Alors, si vous connaissez CNews, vous connaissez probablement le JDD, mais est-ce que vous connaissez le JD News? C'est littéralement la contraction du JDD et de CNews, et c'est littéralement le titre le plus fainéant de l'histoire de la presse française. Et vous verrez qu'il n'y a pas que le titre, je vais revenir. Alors, comme beaucoup d'entre vous ici, en bon journaliste de médias indépendants, je ne vis que pour tout ce qui s'apparente à la douleur et au déplaisir. Et donc c'est ainsi qu'il y a 2 semaines, quand je l'ai aperçu dans la vitrine d'un relais, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de me ruer sur le tout premier numéro de ce nouvel hebdo du groupe Bolloré. Alors à ce stade, vous vous posez sûrement la question, et je vais vous répondre sans plus tarder, oui. Telle une énorme victime, j'ai payé les 2,20 € que coûte ce torchon, mais c'est pour que vous n'ayez pas à le faire, donc de rien. Voilà. Dans ce premier numéro, on retrouve la Dream Team éternelle des géniards qui hurlent 8 heures par jour sur tous les plateaux qu'on ne peut plus rien dire. Finkielkraut, Onfray, Houellebecq, etc., etc. Ne cherchez surtout pas les femmes, il n'y en a pas, ou alors il faut vraiment bien chercher. Mais on trouve aussi toute la fine fleur du journalisme Bolloré, de la COP Bolo, c'est la nouvelle appellation à la mode. On a Geoffroy Lejeune, du JDD, qui est le rédacteur en chef. On a une interview de Catherine Ney d'Europe 1 par Laurence Ferrari d'Europe 1 et de CNews. Vous commencez à sentir le niveau de paresse un peu. Il y a une publicité pour le dernier livre de Sonia Mabrouk d'Europe 1 et CNews, publié chez Fayard, propriété du groupe Bolloré, évidemment. Et un édito à plus 8 degrés à la fin du siècle par Pascal Pro, CNews, Europe 1, le JDD, bref, le dernier fermeur à la porte. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait. Amusez-vous à critiquer un rapport du GIEC. C'est Pascal Pro, je l'imite très mal, mais c'est Pascal Pro. La planète brûle, l'homme est responsable, c'est une vérité révélée. Je reçois sur le plateau de CNews des scientifiques qui nuancent cet axiome. Ils sont cloués au pilori.
Il existe des mots qui tuent. Climato-sceptique, complotiste sont des étiquettes qui, collées au dos de certains, promettent des fins de carrière. Alors, pas celle de Pascal Praud, visiblement, mais bon, passons. Ce premier numéro, il est consacré à la liberté d'expression. D'ailleurs, leur devise, c'est « Vive la liberté d'expression ». Voilà, on se fait de moins en moins yesh dans ce numéro. Liberté d'expression, vous le savez maintenant, dans leur bouche, ça veut dire « Nos opinions ont la même valeur que vos faits ». Et ce JD News, finalement, c'est un peu l'aboutissement de plus de 15 années pendant lesquelles journalistes politiques et hommes d'affaires de droite extrême et d'extrême droite se sont tous donné la main pour mener une belle bataille culturelle. Et il faut reconnaître qu'ils ont été d'une efficacité redoutable. Petit retour en arrière, 2007, création de Causeur, 2011, Atlantico, 2012, Boulevard Voltaire, 2014, Figaro Vox, 2017, L'Incorrect, 2021, Livre Noir devenu Frontière, etc., etc., etc. Eugénie Bastier, Alexandre Devecchio, Charlotte Dornelas et toute la tribu, la plupart de ces journalistes qui sont partout aujourd'hui sur les antennes du groupe Bolloré, ont fait leur classe dans ces médias en leur temps. Et ces médias sont de véritables incubateurs qui ont été financés par les hommes d'affaires les plus réactionnaires de notre temps. Alors de la parfaite masterclass que nous a fait l'extrême droite depuis 15 ans, je retiens au moins 2 choses. Alors c'est sûr que c'est plus simple quand on y est forcé par un milliardaire, mais je crois qu'il faut absolument qu'on bosse beaucoup plus volontiers ensemble et qu'on aille au-delà des frontières de nos médias et de nos différences. Alors voilà, on ne sera pas forcément tous les meilleurs amis du monde, mais il faudrait au moins qu'on pousse toutes et tous dans la même direction. 2, le budget de CNews, c'est 50 millions d'euros par an. Donc c'est plus que la totalité des budgets de tous les médias indépendants réunis. Donc il n'y a pas du tout assez d'argent dans notre écosystème pour concurrencer les médias pas indépendants. Et sans rien trahir de notre exigence ou de notre radicalité, je pense qu'il va falloir qu'on trouve des modèles économiques plus créatifs et qu'on arrête de jouer au jeu du média le plus pur, alors qu'on est tous à des années-lumière de ce que font les médias que je viens de citer. 2 énormes enjeux auxquels COP Média se propose de répondre, ça tombe bien. Et je voudrais remercier Lucie, Julien, Robin, Léa et tous les autres qui portent cet énorme projet. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais aussi qu'on remercie l'extrême droite pour cette belle leçon. Finalement, 2,20 €, c'était pas si cher payé. Maintenant, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on leur rende l'appareil dans les décennies qui viennent. Ça vous va ? Merci. Merci Lou. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter, à l'excellente newsletter de Vert, vert.eco. Très bien. On va terminer cette émission avec une dernière table ronde et j'appelle à venir sur ce plateau Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, ancien secrétaire général de Reporters sans frontières, Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque France, cofondateur de la coopérative COP Média, et une personne de Bastabac dont je ne connais pas le nom. Et c'est très pratique car on ne me l'a pas donné. Et du coup, je vais tout de suite te donner la parole car je n'avais pas ton nom. Vas-y. Nicolas, donc. Avec vous, on va parler de comment une coalition, entre guillemets, en tout cas un rapprochement entre la société civile, l'économie sociale et solidaire dont on a beaucoup parlé, et les médias peuvent, en gros, mener ce qu'on appelle la bataille culturelle. Est-ce que déjà quelqu'un voudrait prendre la parole et nous expliquer ce qu'on entend par bataille culturelle ? Lou l'a un peu expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des médias avec des thématiques particulières qui font pousser leurs agendas. En gros, c'est ça. Donc, du coup, qui a envie de prendre la parole pour débuter ? Bataille culturelle, bataille des idées, ça a été effectivement théorisé entre autres par Gramsci. On voit bien que ça fait un certain nombre d'années que les valeurs, les idées de gauche, les valeurs progressistes sont complètement en descente aux enfers au niveau de cette bataille des idées. Et notamment parce que le système médiatique est complètement sous l'emprise du dogme néolibéral. On le voit dans la façon dont il traite tous les types d'informations. Donc c'est pour ça qu'il faut une alternative à ce traitement médiatique. Ok. Jean-François, Julliard. Oui, en fait, ce rapprochement, il est absolument nécessaire parce qu'on partage beaucoup de choses. Je veux dire, les médias indépendants, les médias libres et les associations militantes, on partage beaucoup de choses. On incarne souvent les mêmes valeurs. On a parlé d'indépendance, on a parlé de liberté. On représente aussi un certain pouvoir citoyen. Donc, on partage les mêmes valeurs. On porte le même projet de société, peu ou prou. On n'a pas les mêmes rôles, on ne fait pas les mêmes métiers, mais on porte la même vision d'une société très différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Et puis, et c'est un point essentiel aussi, c'est qu'on fait face aux mêmes menaces.
on fait face aux mêmes menaces. Je veux dire, moi j'ai travaillé pour défendre la liberté de la presse. Aujourd'hui, je dirige une organisation de protection de l'environnement. Mais liberté de la presse, défendre la liberté de la presse ou défendre la capacité à protéger l'environnement, c'est un combat commun et qui fait face aux mêmes menaces. Aujourd'hui, la liberté de la presse, les libertés associatives sont menacées par un contexte politique, économique de plus en plus difficile, de plus en plus dur. Il y a une répression sur les militants écolos de plus en plus forte. On le voit à chaque fois qu'on est dans la rue pour manifester ou pour désobéir. Il y a des procédures judiciaires qui sont de plus en plus longues et tout ça. Donc il y a besoin qu'on se défende aussi. Et j'ai envie de dire, après COP Média, il faudra créer COP Asso, parce qu'on aura besoin de ça aussi pour se défendre. Et je pense que c'est important qu'on le fasse ensemble. Ça existe déjà, Claire Toury. On va dire ça comme ça. Excuse-moi, j'ai pas noté ton nom, du coup je me rappelle plus. Nicolas. Parce que j'ai pas de... Nicolas comment ? Camillet. Nicolas Camillet. Eh ben je t'en prie. Et j'ajouterais qu'on... Un peu malheureusement, on partage les mêmes défaites aussi. C'est-à-dire que quand la gauche va mal, quand les mouvements sociaux aboutissent à des défaites dans la rue, les médias indépendants aussi, finalement, ne se portent pas très bien, puisqu'on partage les mêmes causes et les mêmes combats. Et ce qu'on constate, c'est qu'après 10 années, on sent une certaine lassitude. Et je pense que c'était une lassitude que ressentent les électeurs, mais aussi les lecteurs de la presse, qui se disent un peu à quoi bon m'indigner encore contre cet énième scandale de l'agroalimentaire? À quoi bon, puisque de toute façon, à la fin, on finit par perdre. Et j'ai l'impression que c'est cet état d'esprit de loser là qu'on aimerait bien renverser. C'est au cœur du rapport de force en fait qu'on doit changer, se dire qu'on peut gagner. Et voilà, ça, je pense qu'évidemment, nous médias et vous ONG, je pense aussi aux syndicats et à d'autres forces politiques en France, si on œuvre chacun de notre côté, on restera des losers, quoi. Alors du coup, est-ce que c'est l'argent ou c'est la coopération qui est le game changer, si on prend une expression anglaise ? Jean-François ou Yuli? Non, c'est pour moi c'est la coopération et le fait de mener des luttes ensemble. Encore une fois, chacun dans son rôle. Faut pas non plus qu'il y ait confusion des rôles. Justement, les journalistes, ils font pas du militantisme. Non, pareil. Non, mais ils sont là pour raconter aussi ce que font les associations militantes sur le terrain. Et c'est difficile pour nous en tant qu'association militante d'avoir une couverture médiatique à la hauteur des urgences écologiques et sociales qu'on. Vous étiez pourtant spécialisé Greenpeace sur les coups un peu spectaculaires. Oui, mais le monde médiatique a changé, le rythme de l'information n'est plus le même, et aujourd'hui ça devient difficile. Il y a tout un tas d'angles morts de l'écologie. Je pourrais vous lister tout un tas de sujets qui sont hyper importants, hyper essentiels sur les questions écologiques et sociales, et qu'on a du mal à faire passer dans l'accélération de ce rythme de l'information. Donc encore une fois, chacun dans son rôle. Comme on se retrouve, ça a été dit, on se retrouve sur beaucoup de causes. Enfin, la plupart des médias qui sont là, membres de COP Média, c'est des médias qu'on connaît, qu'on croise régulièrement et tout ça. On a besoin effectivement de porter tout ça, cette vision de la société, on a besoin de la porter fort ensemble. Yuli ? Oui, mais en fait, le besoin de cette coopération renforcée avec les médias indépendants, c'est parce que côté société civile, on subit deux choses. Il y a à la fois la chape de plomb du traitement médiatique de nos revendications, c'est-à-dire qu'il y a un prisme qui est donné où il y aura un traitement de l'information qui sera en surface ou qui se fera avec un biais idéologique, mais il y a aussi la stigmatisation dont a parlé Jean-François, c'est-à-dire que le traitement médiatique qui va être fait des revendications et de la façon dont revendique la société civile, eh bien, derrière une criminalisation, une stigmatisation très forte, et toujours avec ce prisme du traitement de l'information qui fait qu'on a une double peine. À la fois, on ne va pas solliciter la société civile pour qu'elle porte ses revendications sur tel ou tel sujet. Je pense par exemple à Attaque sur l'austérité budgétaire. On a beaucoup de choses à dire, et pourtant, on voit le traitement médiatique sur l'austérité budgétaire. C'est toujours la même petite musique de la dette, du déficit public. Alors, on pourrait dire le déficit public,
public, il a été creusé par Bruno Le Maire, mais on n'est jamais invité à parler de ça, de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contre-récit à cette austérité budgétaire. Et pire encore, quand on essaye du coup d'attirer l'attention, notamment par la désobéissance civile, donc en essayant de créer une rupture médiatique et essayer de crever le plafond de verre et de s'imposer dans le débat public, eh bien, malheureusement, on subit une répression. Par exemple, quand on a osé s'en prendre à Bernard Arnault et qu'on a recouvert la Samaritaine de gouache, eh bien, on a eu un sondage du Figaro, faut-il dissoudre Attaque. On a eu un spécial Pascal Praud qui nous a traité que ce qu'on a fait était un appel au meurtre. Mais à aucun moment, évidemment, il y a eu mais qu'est-ce que vous dénoncez? C'était pendant la crise Covid, l'enrichissement indécent des milliardaires, les profits indécents qui ont été faits pendant la crise Covid, qui peut être aussi une façon de traiter du coup la question de l'austérité budgétaire. Donc le traitement, la nécessité de coopérer avec les médias indépendants, c'est pour effectivement surmonter cette chape de plomb, briser ce plafond de verre, et puis en même temps essayer d'enrayer ce phénomène de criminalisation, puisque maintenant toute contestation sociale ou politique devient quasiment impossible. Nicolas Camillet, il y a aussi une question de représentation des journalistes dans la société qui sont de moins en moins crus, de moins en moins respectés. Il y a une défiance totale de plus en plus forte entre les gens qui font de l'information de leur métier et puis ceux qui les reçoivent. Ça aussi, ça fait partie d'une mission compliquée à mener pour recréer ce lien. Comment est-ce que vous faites, par exemple ? Je dirais que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a effectivement une défiance un peu généralisée qui est répétée d'étude en étude. Il y a la Croix qui fait un très bon baromètre de la confiance des médias tous les ans, et à chaque fois les résultats sont effectivement assez effrayants. Mais en fait, quand on regarde précisément, les gens n'ont plus confiance dans les médias qui n'expliquent pas d'où ils parlent. Et je pense que c'est là une grosse différence aussi des médias indépendants, c'est qu'on accepte d'avoir un point de vue situé, on accepte de respecter et d'honorer certaines valeurs qu'on va expliciter dans des chartes, des manifestes, tout en précisant qu'on place toujours la déontologie et la méthode journalistique au-dessus des opinions de chacun. Mais je crois qu'il y a aussi une attente d'authenticité et de transparence aujourd'hui de la part des journalistes. Et quand on arrive à aligner ces planètes-là, on peut susciter une adhésion finalement assez forte. Et on le voit dans tous les médias qui sont représentés ici. Il y en a plusieurs qui ont réussi à créer des communautés de lecteurs, des communautés de soutien. Donc les médias comme Basta ou comme Vert ou comme Street Press qui fonctionnent sur les contributions volontaires, on est obligé de susciter une adhésion affective assez forte, parce qu'on n'oblige pas les gens à payer pour notre contenu. Et donc pour ça, on est obligé de produire des contenus de qualité, mais aussi créer un rapport assez intime, personnel avec l'audience, cultiver cette proximité. Et ça demande d'être authentique sur d'où on parle et quelles sont nos valeurs. Et si on arrive à faire ça, je pense que c'est une des recettes pour réengager les gens aussi dans la consommation d'infos. Voilà. Yuli et Jean-François, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais je voulais qu'on aborde ce point avant de terminer. De parler des médias qui sont des médias très locaux, et qui font un travail de veille citoyenne, un travail démocratique hyper important. C'est aussi des médias qu'il faut aider, accompagner. Ils sont moins connus que ceux qui sont ici, qui sont déjà dans COP Média. Mais est-ce que vous sentez ça, ce besoin de local, ce besoin de parler des préoccupations des gens de façon très, très proche ? Oui, c'est un besoin. Pardon. Alors, le micro n'est pas branché, c'est bon. C'est un besoin, oui, c'est un besoin qu'on ressent aussi parce qu'on fait le même constat sur le militantisme écologique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est porté de plus en plus à travers des luttes locales, un engagement local au plus près des territoires sur tout un tas de problématiques qui sont très concernantes pour les gens. Et très souvent, ces luttes locales sont en lien aussi avec les médias indépendants très locaux. Donc c'est des canaux d'information qui sont essentiel. Je pense qu'il y a besoin de ça pour faire, là aussi, pour recréer société et puis pour porter une vision de société plus réjouissante, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de raconter aussi qu'une société différente est possible, que ce soit au niveau national, au niveau local. Et ça, ce récit se fait à toutes les échelles du territoire, que ce soit nationalement ou localement.
Yuli, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en complément, mais effectivement, nous, notre mission, c'est d'avoir des revendications et porter des alternatives, et c'est les médias indépendants qui vont le permettre. Effectivement, on voit émerger au niveau local, le marché des médias indés au niveau local se porte bien, et en même temps, c'est en réponse à la situation actuelle. On voit bien que ça devient de plus en plus difficile, mais justement, comme on est dans une crise politique et sociale majeure, la question des médias indépendants et de cette coopération à faire avec l'économie sociale et solidaire, avec les citoyens et citoyennes, elle est plus qu'indispensable. Quand on voit ce que ça a donné quand on a eu l'initiative du Front démocratique suite aux élections législatives, on a fait donc le meeting Liberté, le meeting Front démocratique à République, où c'était une coalition inédite de médias indépendants, de syndicats et d'associations. C'était ce Front démocratique contre l'extrême droite. Ça a quand même participé à ce recul de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, la question de cette coopération, elle est indispensable parce qu'on a une crise sociale et politique majeure, une crise démocratique extrêmement grave, avec l'extrême droite aux portes du pouvoir et déjà en quelque sorte en place, en tenant en laisse Barnier. Donc il va falloir... cette coopération, c'est en quelque sorte une résistance qu'on est en train de mettre en place et qu'il va falloir continuer le plus fortement possible à travailler à cette coopération, mais au-delà, il faut vraiment qu'on investisse au maximum cet enjeu-là, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé à cette époque-là pour le recul de l'extrême droite, mais c'était qu'un tout petit sursis, et maintenant il va falloir travailler à le battre durablement, et ça passera notamment par cette coopération-là. Merci à vous trois, Jean-François Julliard, Yuli Yamamoto, Nicolas Camillet. Jack Souvent, tu as la lourde tâche de clôturer cette émission avec le public. En attendant, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est qu'on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. C'est que la part sociale à la COP Média, donc c'est pas comme disait Jack, c'est pas que quelques euros, c'est 100 euros, c'est 100 euros pour tout le monde. Et en fait, avec 100 euros, du coup, vous participez à la coopérative, vous pouvez participer à la gouvernance de la coopérative, voter à l'AG. Un métier, de... Participer sur vos territoires... monter un média. Sur vos territoires, aux actions de la coopérative pour vraiment faire de la cause des médias indépendants une vraie cause sociétale qui vaut la peine de se mobiliser. Donc voilà, ça je l'ai dit. Peut-être on va passer au remerciement, puis on regardera la vidéo un peu plus tard. Ouais, on va pouvoir laisser les gens boire un petit verre. Déjà, on espère que ça vous a plu. C'est vrai que monter quelque chose comme ça, c'est un métier. Avec Lucie, c'est pas vraiment notre métier à la base. Et en tout cas, c'est très très difficile. Nous, à la base, les gens qui partent de nos structures, ils vont plutôt monter une micro-brasserie dans la Drôme ou faire du fromage dans les Cévennes. Nous, c'est l'aventure COP Média. Donc voilà, on espère qu'on va être à la hauteur. En tout cas, on voulait remercier chaleureusement les personnes qui étaient dans la vidéo, que vous verrez après, et notamment Arnaud et Léa qui ont bossé dessus. Le moment, merci, on peut les applaudir, je pense. Donc il y a Nicolas, Jack, Emmanuel, Morgane, Alain qui étaient à la coordo technique avec nous et aussi à la technique d'ailleurs de l'émission. Merci à la Ligue d'impro de Paris qui ont fait les petits sketchs et les fausses pubs. Merci à l'Académie du Climat qui nous accueille dans cette belle salle. Merci du coup à Sarah et son équipe. Merci à la captation vidéo qui nous ont offert aussi ce soir. On est ravis. Merci à Alex qui a fait le petit dessin que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Merci à lui. On remercie aussi l'équipe de COP Média, du coup Charles, Julien qui a déjà été cité, Léa, Clément. On salue aussi la participation de tous les bénévoles de la soirée, notamment qui sont pas mal de la team Enercop aussi. Julie, Kelly, Yann, Alexandre, Estelle, Jim, Nina, Barbara, Soriane, Hugo. Et merci surtout à tous les sociétaires de la SIC, de COP Média. Vous êtes déjà très nombreux. Il y a des structures de l'ESS, des médias, et en particulier ceux qui sont là depuis le début. Un merci spécial à Agnès et à Jacques, qui ont beaucoup travaillé sur l'écosystème des médias indépendants et comment on coopère, et qui ont été dès le début super soutien de la coopérative. Donc ça fait très très plaisir. Et enfin, merci au CTC du coup, qui a permis d'incuber cette structure COP Média, et à Enercop qui a permis aussi à Lucie de mettre du temps de travail sur ce projet. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon ça va être les Oscars.